L'éthique à Nicomaque d'Aristote, livre 6e, chapitre 3, sommaire. La différence des constitutions naît de la différence même des éléments sociaux. La pauvreté et la richesse donnent naissance à deux formes principales de constitution, la démocratie et l'oligarchie, caractère essentiel de l'une et de l'autre. Le nombre n'est pas la condition capitale, c'est la fortune. Énumération des parties nécessaires de l'État. Critique du système de Platon. Toutes les fonctions sociales peuvent être cumulées. Il n'y a que la pauvreté et la richesse qui ne puissent être réunies dans les mêmes mains. Ce qui multiplie les formes de constitution, c'est précisément la multiplicité des éléments qui entrent toujours dans l'État. D'abord, tout État se compose de familles, comme on peut le voir. Ensuite, dans cette multitude d'hommes, il y a nécessairement des riches, des pauvres et des fortunes diverses. Parmi les riches, comme parmi les pauvres, les uns possèdent des armes, les autres n'en ont pas. Le bas peuple se partage en laboureurs, marchands, artisans. Même parmi les classes élevées, il y a bien des nuances de richesse et de propriété qui sont plus ou moins étendues. L'entretien des chevaux, par exemple, est une dépense que les riches seuls peuvent en général supporter. Aussi, dans les temps anciens, tous les États dont la force militaire consistait en cavalerie étaient des États oligarchiques. La cavalerie était alors la seule arme qu'on connût pour attaquer les peuples voisins. Témoin l'histoire d'Érétrie, de Chalkis, de Magnésie sur les bords du Méandre et de plusieurs autres villes d'Asie. Aux distinctions qui viennent de la fortune, il faut ajouter celles de naissance, de vertu et de tant d'autres avantages indiqués par nous quand nous avons traité de l'aristocratie et compté les éléments indispensables de tout État. Or, ces éléments de l'État peuvent prendre part au pouvoir, soit dans leur universalité, soit en nombre plus ou moins grand. Il s'ensuit évidemment que les espèces de constitution doivent être de toute nécessité, aussi diverses que ces parties mêmes le sont entre elles, suivant leurs espèces différentes. La constitution n'est pas autre chose que la répartition régulière du pouvoir qui se divise toujours entre les associés, soit en raison de leur importance particulière, soit d'après un certain principe d'égalité commune. C'est-à-dire qu'on peut faire une part aux riches et une part aux pauvres, ou leur donner des droits communs. Ainsi, les constitutions seront nécessairement aussi nombreuses que le sont les combinaisons de supériorité et de différence entre les parties de l'État. Il semble qu'on pourrait reconnaître deux espèces principales dans ces parties, de même qu'on reconnaît deux sortes principales de vents, ceux du nord et ceux du midi, dont les autres ne sont que des dérivations. En politique, ce serait la démocratie et l'oligarchie, car on suppose que l'aristocratie n'est qu'une forme de l'oligarchie avec laquelle elle se confond, comme ce qu'on nomme république n'est qu'une forme de la démocratie, de même que parmi les vents, le vent d'ouest dérive du vent du nord, le vent d'est du vent du midi. Des auteurs ont même poussé la comparaison plus loin. Dans l'harmonie, disent-ils, on ne reconnaît que deux modes fondamentaux, le dorien et le phrygien. Et dans ce système, toutes les autres combinaisons se rapportent alors à l'un ou à l'autre de ces deux modes. Nous laisserons de compter ces divisions arbitraires des gouvernements qu'on adopte trop souvent, préférant celles que nous en avons données nous-mêmes comme plus vraies et plus exactes. Pour nous, il n'y a que deux constitutions, ou même une seule constitution bien combinée, dont toutes les autres dérivent en dégénérant. Si tous les modes en musique dérivent d'un mode parfait d'harmonie, toutes les constitutions dérivent de la constitution modèle. Oligarchique si le pouvoir y est plus concentré et plus despotique, démocratique si les ressorts en sont plus relâchés et plus doux. C'est une erreur grave, quoique fort commune, de faire reposer exclusivement la démocratie sur la souveraineté du nombre.
car dans les oligarchies aussi, et l'on peut même dire partout, la majorité est toujours souveraine. D'un autre côté, l'oligarchie ne consiste pas davantage dans la souveraineté de la minorité. Supposons un État composé de 1300 citoyens, et parmi eux que les riches, au nombre de 1000, dépouillent de tout pouvoir politique les 300 autres, qui, quoique pauvres, sont libres, cependant aussi bien qu'eux, et leurs égaux à tous égards, que la richesse. Dans cette hypothèse, pourra-t-on dire que l'État est démocratique ? Et de même, si les pauvres en minorité sont politiquement au-dessus des riches, bien que ces derniers soient plus nombreux, on ne pourra pas dire davantage que c'est là une oligarchie si les autres citoyens, les riches, sont écartés du gouvernement. Certes, il est bien plus exact de dire qu'il y a démocratie là où la souveraineté est attribuée à tous les hommes libres, oligarchie là où elle appartient exclusivement aux riches. La majorité des pauvres, la minorité des riches, ne sont que des circonstances secondaires. Mais la majorité est libre et c'est la minorité qui est riche. Il y aurait sans doute autant d'oligarchies à répartir le pouvoir selon la taille et la beauté, comme on le fait, dit-on, en Éthiopie, car la beauté et l'élévation de la taille sont des avantages bien peu communs. On n'en aurait pas moins grand tort de fonder uniquement les droits politiques sur des bases aussi légères. Comme la démocratie et l'oligarchie renferment plusieurs sortes d'éléments, il faut faire plusieurs réserves. Il n'y a pas de démocratie là où des hommes libres en minorité commandent à une multitude qui ne jouit pas de la liberté. Je citerai Apollonie sur le golfe Ionique et Terra. Dans ces deux villes, le pouvoir, à l'exclusion de l'immense majorité, appartenait à quelques citoyens de naissance illustre et qui étaient les fondateurs des colonies. Il n'y a pas davantage de démocratie quand la souveraineté est aux riches, en supposant même qu'ils forment la majorité, comme jadis à Colophon, où avant la guerre de Lydie, la majorité des citoyens possédait des fortunes considérables. Il n'y a de démocratie réelle que là où les hommes libres mais pauvres forment la majorité et sont souverains. Il n'y a d'oligarchie que là où les riches et les nobles en petit nombre possèdent la souveraineté. Ces considérations suffisent pour montrer que les constitutions peuvent être nombreuses et diverses, et pourquoi elles le sont. J'ajoute qu'il y a plusieurs espèces dans les constitutions dont nous parlons ici. Quelles sont ces formes politiques ? Comment naissent-elles ? C'est ce que nous allons examiner en partant toujours des principes que nous avons posés plus haut. On nous accorde que tout État se compose, non d'une seule partie, mais de parties multiples. Or, lorsqu'en histoire naturelle, on veut connaître toutes les espèces du règne animal, on commence par déterminer les organes indispensables à tout animal. Par exemple, quelques-uns des sens qu'il possède, les organes de la nutrition, qui reçoivent et digèrent les aliments, comme la bouche et l'estomac, et de plus l'appareil locomoteur de chaque espèce. En supposant qu'il n'y ait pas d'autres organes que ceux-là, mais qu'ils soient dissemblables entre eux, que par exemple la bouche, l'estomac, les sens et en outre les appareils locomoteurs ne se ressemblent pas, le nombre de leurs combinaisons réelles formerait nécessairement autant d'espèces distinctes d'animaux. Car il est impossible qu'une même espèce ait plusieurs genres différents d'un même organe, bouche ou oreille. Toutes les combinaisons possibles de ces organes suffiront donc pour constituer des espèces nouvelles d'animaux, et ces espèces seront précisément aussi multipliées que pourront l'être les combinaisons des organes indispensables. Ceci s'applique exactement aux formes politiques dont nous traitons ici. Car l'État, comme je l'ai dit souvent, se compose non d'un seul élément, mais d'éléments fort multiples. Ici, une classe nombreuse prépare les subsistances pour la société, ce sont les laboureurs. Là, les artisans forment une autre classe à donner à tous les arts sans lesquels la cité ne saurait vivre,
les uns absolument nécessaires, les autres de jouissance et d'ornement. Une troisième classe est la classe commerçante, en d'autres termes, la classe qui vend et qui achète dans les grands marchés, dans les boutiques. Une quatrième classe se compose des mercenaires. Une cinquième est formée des guerriers, classe aussi indispensable que toutes les précédentes, si l'État veut se défendre de l'invasion et de l'esclavage. Car est-il possible de supposer qu'un État vraiment digne de ce nom puisse être regardé comme esclave par nature ? L'État se suffit nécessairement à lui-même, l'esclavage ne le peut pas. Dans la République de Platon, cette question a été traitée d'une manière fort ingénieuse, mais bien insuffisante. Socrate y avance que l'État se compose de 4 classes tout à fait indispensables, tisserands, laboureurs, cordonniers et maçons. Puis, trouvant sans doute cette association incomplète, il y ajoute les forgerons, les pasteurs de bestiaux, et enfin les négociants et les marchands. Et il croit sans doute avoir rempli par là toutes les lacunes de son premier plan. Ainsi, à ses yeux, tout État ne se forme que pour satisfaire les besoins matériels, et non point éminemment dans un but moral, qui n'est pas plus indispensable sans doute selon Platon que des cordonniers et des laboureurs. Socrate ne veut même de la classe des guerriers qu'au moment où l'État, venant à accroître son territoire, se trouve en contact et en guerre avec les peuples voisins. Mais parmi ces 4 associés ou plus qu'énumère Platon, il faut absolument un individu qui rende la justice et qui règle les droits de chacun. Et si on reconnaît que dans l'être animé, l'âme est la partie essentielle plutôt que le corps, ne doit-on pas aussi reconnaître qu'au-dessus de ces éléments nécessaires à la satisfaction des besoins inévitables de l'existence, il y a dans l'État la classe des guerriers et celle des arbitres de la justice sociale ? À ces deux-là, ne doit-on pas ajouter encore la classe qui décide des intérêts généraux de l'État, attribution spéciale de l'intelligence politique ? Que toutes ces fonctions soient isolément réparties entre certains individus, ou exercées toutes par les mêmes mains, peu importe à notre raisonnement, car souvent les fonctions de guerrier et de laboureur se trouvent réunies. Mais s'il faut admettre comme élément de l'État les uns et les autres, l'élément guerrier n'est certainement pas le moins nécessaire. J'en ajoute un 7e qui contribue par sa fortune au service public, ce sont les riches. Par un 8e, ce sont les administrateurs de l'État, ceux qui se consacrent aux magistratures, attendu que l'État ne peut se passer de magistrats, et qu'il faut par conséquent de toute nécessité des citoyens capables de commander aux autres et qui se dévouent à ce service public, soit pour toute leur vie, soit à tour de rôle. Reste enfin cette portion de l'État dont nous venons de parler, qui décide des affaires générales et qui juge les contestations particulières. Si donc c'est une nécessité pour l'État que l'équitable et sage organisation de tous ces éléments, c'en sera une aussi que, parmi tous ces hommes appelés au pouvoir, il y en ait un certain nombre doués de vertu. On suppose généralement que plusieurs fonctions peuvent convenablement être cumulées et qu'un même individu peut être à la fois guerrier, laboureur, artisan, juge et sénateur. De plus, tous les hommes revendiquent leur part de mérite et se croient propres à presque tous les emplois. Mais les seules choses qu'on ne puisse cumuler sont la pauvreté et la richesse. Et voilà pourquoi riches et pauvres semblent les 2 portions les plus distinctes de l'État. D'autre part, comme le plus ordinairement ceux-ci sont en majorité, ceux-là en minorité, on les regarde comme 2 éléments politiques parfaitement opposés. Par suite, la prédominance des uns ou des autres fait la différence des constitutions, qui semblent en conséquence être bornées à 2 seulement, la démocratie et l'oligarchie. Nous avons donc prouvé qu'il existait plusieurs espèces de constitutions, et nous en avons dit la cause. Nous prouverons maintenant qu'il y a aussi plusieurs espèces de démocratie et d'oligarchie.